Bonjour, être heureux ou être zen, c'est le thème de notre émission de ce matin, c'est toute la problématique du bonheur. Au moment de la Révolution, Saint-Just disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe » et pourtant le thème du bonheur planait sur les travaux des philosophes depuis fort longtemps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, particulièrement au XXe siècle, il semble qu'on assiste à une quête effrénée du bonheur. Et pourtant, l'homme occidental n'a sans doute jamais paru aussi angoissé, alors même que le progrès lui donne toutes les conditions du bien-être. Alors bien-être, bonheur, qu'est-ce qu'être heureux exactement? Qu'en pensent les spécialistes? Qu'en disent les églises? Est-ce une mode, un but en soi, une recherche personnelle ou bien même une idée déplacée? C'est ce dont nous allons parler maintenant dans notre débat avec 5 invités. Comme d'habitude, je vous les présente tout de suite. Du côté de la société civile, il y a d'abord Nathalie Fouque. Vous êtes médecin et vous êtes coordinatrice de Médecins du Monde à Paris. À vos côtés, il y a Roland Reich. Vous êtes moine, zen. Vous êtes président de l'association Zen International. Ça veut dire que vous êtes bouddhiste? Oui. Voilà. Je suis vice-président de l'association. Vice-président. Et vous êtes aussi psychothérapeute. Est-ce que vous mélangez un peu les deux choses? Non, j'évite soigneusement de les mélanger. C'est-à-dire que les gens qui souhaitent pratiquer le zen, je me refuserai complètement à les prendre en tant que patient en psychothérapie. Il y a aussi Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik est psychiatre, neurologue, éthologue. C'est l'étude des comportements humains, animaux? L'étude des comportements de tout être vivant. Voilà. Vous êtes professeur à Toulon. Il y a un mot que vous avez presque lancé, enfin vous avez pris un mot de la langue française, qui est la résilience, qui est lié à notre débat. C'est pour ça que je vous en parle. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est une aptitude à reprendre un type de développement après un traumatisme et malgré des conditions contraires. C'est-à-dire qu'après un traumatisme, une vie est encore possible, même si parfois c'est un peu coûteux. Même si on a eu un drame terrible, par exemple, on peut surmonter et être heureux, éventuellement. C'est ce dont on parlera tout à l'heure. Alors, du côté des référents religieux, il y a Jean-Daniel Causse. Jean-Daniel Causse, vous êtes pasteur et vous êtes professeur à la faculté de théologie de Montpellier. Et puis, à vos côtés, Emmanuel Lafont. Vous êtes prêtre, responsable de la coopération missionnaire pour l'Église catholique. Vous avez été missionnaire vous-même? Tout à fait, oui. J'ai passé 13 ans en Afrique du Sud et 11 ans dans Soweto. Dans Soweto, c'est-à-dire les townships la plus grosse des townships autour de Johannesburg. Vous nous parlerez de votre expérience et du bonheur qu'on peut rencontrer justement à Soweto. Alors le bonheur, c'est vrai qu'aujourd'hui on le recherche beaucoup, sans savoir toujours le définir. Alors, pour commencer cette émission, eh bien, je vous propose d'écouter ce qu'en disent les jeunes. Valérie Manuel les a interrogés et a retenu quelques-uns de leurs propos les plus significatifs. Je crois que c'est une très bonne introduction à notre émission. Écoutez-les bien, vous réagirez après. Écoutez. Quel bonheur! Nous serons très heureux et nous resterons amoureux. Le bonheur, c'est le soleil, Non. Être amoureux, le bonheur. Moi, mon bonheur, c'est lui. Voilà. Je peux pas vous répondre ce que c'est que le bonheur. Non, parce que donc, je fais des études de philosophie et en 3 secondes, c'est impossible de vous dire ça. C'est pas compliqué, le bonheur. Donc, il n'y a pas besoin de philosopher 150 ans quand on le ressent et si on l'a, c'est chouette, quoi. C'est plein de choses simples de la vie quotidienne ou des choses, des voyages, des rencontres, des enfants. La prise de risque peut-être, la surprise, l'étonnement, des sensations enfin plutôt fortes. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, on se met en jeu, je sens. C'est le bonheur des gens que j'aime qui me rend également. Le contraire du bonheur, à mon avis, ça doit être franchement la solitude. C'est le fait d'être vraiment isolé, être mis en marge, être exclu, quoi. Je pense que ça doit être ça pour moi. L'ennemi du bonheur, c'est le temps, parce que au fil du temps, les choses peuvent se dégrader. C'est quoi le bonheur? C'est d'être à l'abri quand il pleut et qu'on sent qu'on va être douché. Ah oui. Le bonheur, c'est quand on se lève pas de bonheur. Voilà. Alors c'était intéressant parce que vous preniez tous des notes très sagement, vous avez donc bien écouté très sagement. Qu'est-ce qui ressort d'après vous les uns les autres? Jean-Daniel Causse. Une de ces personnes disait finalement je ne peux pas vous répondre. Et je trouvais que c'était peut-être la réponse qui me semblait la plus significative dans ce panel. Évidemment, on aurait pu inventer toute une série d'autres choses ou l'entendre toute une série d'autres choses. Non, je ne peux pas vous répondre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement ce qui est en jeu,
c'est que lorsqu'il est question de la question du bonheur, dont je le dirai peut-être tout à l'heure que, en tout cas, moi je me méfie un peu de ce mot qui me semble problématique, mais sans doute qu'on y reviendra, mais en tout cas, qui a là un aspect tout à fait fondamental qui consiste à dire qu'on ne sait pas trop ce qui nous donne le désir de vivre, ce qui nous fonde dans le goût de vivre, et qui a là un ressort essentiel de notre existence qui reste quelquefois indéterminé et qui peut-être doit rester un peu indéterminé. Dans la mesure où à vouloir trop le rabattre sur telle ou telle chose connue, repérée ou repérable, alors du coup, eh bien, peut-être qu'on l'éteint au lieu de l'animer. Alors, les autres, qui a retenu quelque chose? Nathalie Fouque, peut-être? Oui, bah effectivement, on voit que définir le bonheur, c'est extrêmement compliqué. Quelqu'un dit ça se ressent, donc ça se ressent, ça ne se définit pas presque. J'ai bien aussi aimé ce qui paraît un peu surprenant, c'est le jeune homme qui parle de prise de risque. Oui. Donc c'est sans doute qu'à ce moment-là, on se sent vivre et on risque aussi de basculer dans le malheur, mais c'est ça aussi qui fait qu'on sent son existence. Quelqu'un d'autre aussi peut se soucier de soi à ce moment-là et c'est peut-être ça qui est important. Roland Reich a prouvé. Oui, tout à fait. Il y a aussi quelqu'un qui a dit que ce sont les choses simples de la vie. Et effectivement, souvent on dit que le bonheur c'est compliqué. Moi je crois au contraire que c'est très simple. On y reviendra parce que je suis sûr que vous avez des choses à dire. Et vous, Emmanuel Lafont? J'ai beaucoup aimé toutes les expressions par lesquelles ils ont associé le bonheur et l'amour. Oui. Et opposé le bonheur et l'exclusion. Et ça m'a fait penser à ce que vous aviez dit au début de cette émission. Nous avons toutes les conditions du bonheur dans notre société. Je me demandais ce que ça voulait dire et je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûr qu'on ait toutes les conditions du bonheur si ce ne sont pas cette capacité d'être ensemble et d'aimer. Boris Cyrulnik, on le définit, le bonheur? Comme tous les processus fondamentaux, c'est difficile à définir. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que Dieu? C'est difficile à définir. C'était amusant parce que dans le reportage, il y avait à la fois une fille qui disait je ne peux pas vous dire, en 3 secondes c'est impossible, et puis un autre qui disait c'est très simple. Voilà. Mais oui, mais c'est ça. Parce que presque tous ont quand même dit que le bonheur c'est l'autre, le malheur c'est être seul. Oui. Presque tous on le dit. Alors, ça reflète une réalité. Enfin, voilà, je ne peux devenir moi-même qu'avec un autre. Seul, je suis sûr de ne pas être heureux. Alors ça c'est clair. La valeur prédictive là, elle est de 100%. Seul, je ne serai pas heureux. Alors, pour ce qui est de la dame qui a dit « ça se ressent », c'est vrai, mais ce qu'on sent, le sentiment, c'est quelque chose qui est provoqué par une représentation de mots, un discours, ou par une représentation d'images, on le sent dans notre corps. C'est-à-dire quelque chose qu'on imagine modifie notre corps et modifie la manière dont on éprouve le goût du monde. Donc c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas un état réel, c'est une représentation, le bonheur? Alors, il ne faut pas confondre le bonheur et le bien-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ça c'est très important. Je crois qu'il faut faire la distinction tout de suite. Le bien-être, c'est un état réel. Je peux avoir un sentiment de bien-être quand j'ai bien mangé, quand j'ai bien dormi. Est-ce que c'est le bonheur? Je crois que c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que pour avoir le bonheur, il faut d'abord que je ne sois pas malade, il faut que j'ai du bien-être, et en plus que j'ai un supplément d'âme, que j'ai une représentation qui provoque en moi une émotion que je vais réellement ressentir. C'est-à-dire que quelque chose d'abstrait va modifier mon corps. Alors, celui qui prend une prise de risque, moi, à mon avis, c'est celui qui est obligé de se mettre en jeu intensément pour éprouver une sensation de bonheur, dont je pense que c'est celui qui a le bonheur le plus difficile. Ah oui. Roland Reich, je me tourne vers vous parce que vous disiez que c'était quelque chose de simple, vous, beaucoup plus simple. Est-ce que, par exemple, entre bien-être et bonheur, vous faites autant de différences? Je crois que le bien-être, ça correspond à la satisfaction d'un certain nombre de besoins, mais le bonheur, je crois que c'est un état beaucoup plus profond et qui ne peut pas réellement dépendre de quelque chose. Je crois que quand le bonheur, sous la forme du bien-être, est lié à la possession d'un certain nombre de conditions, eh bien on le sent fragile. Et il y a toujours un petit peu de l'anxiété derrière ce bonheur-là, dont on sent qu'il est lié à une réussite, à un amour qui est fragile, comme toutes les choses humaines. Et que le véritable bonheur, je crois que le bonheur le plus profond, c'est le bonheur qui est cette capacité d'être vraiment un avec la vie de chaque instant, quoi qu'elle nous apporte, que ça ne dépend pas, que ça nous apporte quelque chose de bon ou quelque chose qu'on ne trouve pas bon. C'est cette qualité d'acceptation et d'unité avec la vie de chaque instant, il me semble, qui offre une possibilité de bonheur non conditionné, donc beaucoup plus stable que les bonheurs relatifs liés à l'obtention de ceci ou de cela, que je mettrais plutôt du côté du bien-être. Boris Cyrulnik, est-ce que le bien-être est nécessaire pour accéder au bonheur? Statistiquement, oui, mais pas obligatoirement. Par exemple, certaines personnes
éprouvent du bonheur dans le mal-être. Parce que ça donne sens à leur vie. Montaigne disait « Au moins quand j'éprouve une affliction, au moins je me sens vivre ». Les drogués tiennent des raisonnements comme ça. Au moins quand je me drogue, il se passe des choses dans ma vie et je deviens quelqu'un, je deviens auteur de mon propre théâtre, je me mets en scène. Donc là c'est un mal-être, c'est une souffrance constante, mais le bénéfice de cette souffrance, c'est que je vis, je me sens vivre et je deviens quelqu'un. Raisonnement inverse, une société trop bien organisée, techniquement dépourvue de sens, entraîne un bien-être qui mène au mal-être. Oui, c'est un peu notre société d'aujourd'hui, ça on y reviendra. Nathalie, il faut que vous ayez ajouté quelque chose. Oui, enfin j'ai deux petites remarques là sur ce que vous disiez, Monsieur Cyrulnik, sur la prise de risque, en disant que c'était peut-être un peu grave, entre guillemets, si la personne, le jeune homme interrogé parlait de... Il disait pas que de... c'était grave, il disait que sans doute c'est celui qui aurait le plus de mal à être heureux. Je dirais que c'est peut-être un peu inhérent à son âge que de passer de l'enfance à l'âge adulte en soi-même, c'est une prise de risque, sans qu'on soit obligé de sauter à l'élastique pour autant. Et en même temps, c'est complètement nécessaire. Donc un peu de malaise, de déséquilibre est complètement nécessaire pour avancer. Ce que notre culture dénie. C'est-à-dire que la prise de risque est un enjeu que notre culture a dénié. Il n'y a plus de rituel d'intégration, donc ils en inventent de plus cruels. Je disais tout à l'heure, je citais tout à l'heure en commençant une phrase de Saint-Just qui disait à l'époque de la Révolution, donc évidemment, le bonheur est une idée neuve en Europe. En fait, enfin, pourquoi à ce moment-là l'a-t-il dit? Parce que c'est quelque chose que les philosophes traitaient déjà. Là, il y a une raison qui est une raison aussi historique, qui est liée finalement à la question de savoir si une société organise ou pas le bonheur. C'est une question tout à fait fondamentale. Moi, je trouve très problématique. C'est la volonté à cette époque-là d'organiser le bonheur. Je veux dire, il y a l'idée sans laquelle, au-delà du droit à faire valoir, des lois à mettre en œuvre, de la cohabitation possible, ça, tout ce qui est finalement un État organise, il y a l'idée sans laquelle le sens en tant que tel serait du ressort d'un État. Ce qui est une idée ancienne, alors peut-être pas Saint-Just, mais qui est une idée très dangereuse. Très dangereuse, parce qu'on voit bien comment il y a là l'idée sans laquelle, alors on pourrait indiquer la dimension du sens à un sujet, à un être humain. Or, au fond, c'est à chacun, pour lui-même, de pouvoir le construire, le penser, et peut-être essayer de le vivre un petit peu. Mais en tout cas, que ce ne soit pas planifié comme un horizon politique en tant que tel. Oui, le bonheur, Saint-Just voulait dire effectivement que c'était la société et que le bonheur social pouvait être acquis ici-bas. Parce qu'avant Saint-Just, les philosophes qui travaillaient le bonheur le travaillaient entre deux paradis. Le paradis perdu et le paradis à reconquérir. Mais est-ce que ce n'était pas lié à l'importance de la religion dans ces sociétés, justement? Parce que le bonheur ne pouvait être que métaphysique, c'est-à-dire avant la vie ou après la mort. Mais c'est vrai que du coup, il y a bien une dimension utopique qui est maintenue, au sens où ce qui est posé, c'est que c'est précisément le lieu de l'impossible. C'est-à-dire que c'est pas de poser finalement que c'est pas réalisé dans ce monde-ci, dans cette vie-ci, signifie précisément quelque chose que notre culture peut-être oublie, c'est le fait que cette dimension du bonheur, de plénitude qu'on peut chercher, etc., c'est pas pour aujourd'hui. Alors c'est problématique de le projeter, je dis pas que c'est pas problématique de le projeter, mais au fond, ça peut aussi fonctionner comme barrière, aussi comme interdit en tant que tel, et comme horizon finalement utopique. Alors justement, je m'adresse à vous deux, puisque vous êtes les référents religieux. Est-ce que la religion a quelque chose à dire sur le bonheur? Je le crois, oui. Je pense que les paroles les plus phénoménales du Christ sont précisément des paroles de bonheur. Vous croyez vraiment? Parce que honnêtement, moi, quand j'ai appris le catéchisme, j'ai plutôt eu le sentiment que ce n'était pas le bonheur sur terre. Oui, peut-être qu'on a plus proposé le catéchisme que l'évangile. Alors ça, c'était un problème. Moi, je parle de l'évangile, je ne parle pas du catéchisme. Le message fondamental des béatitudes, c'est heureux. Lorsque le Christ réunit et rassemble ses disciples avant de les quitter, il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je vous dis cela pour que votre joie soit parfaite. » Oui, mais aussi quand il dit « Heureux ceux qui ont faim parce qu'ils seront rassasiés », ils seront rassasiés plus tard, non? Oui et non, parce que sa propre attitude et son propre passage sur les routes de Galilée fait qu'il rassasiait les gens. Et qu'il invitait les gens à partager de telle sorte que les gens soient rassasiés. Il ne reportait pas, je crois, le bonheur à un je ne sais quand, même si on ne peut pas tout atteindre, peut-être, tout de suite. En tout cas, sa vie avec les gens, avec les hommes et les femmes de Galilée, était une vie qui redonnait du bonheur aux gens, qui redonnait de la vie, qui redonnait de la santé, qui redonnait l'impression d'être quelqu'un. Par conséquent, oui, je dis, il me semble que
le message principal du Christ, au nom de son Père, de celui qu'il appelait son Père, c'est ce que Dieu veut, c'est que les hommes et les femmes soient heureux. C'est votre interprétation? Oui, enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est que on voit bien comment la religion chrétienne, historiquement, a pensé souvent la catégorie du bonheur, enfin, moi je dirais selon une logique du ressentiment. C'est-à-dire finalement, tout ce qu'on n'a pas pu avoir aujourd'hui, on l'aura plus tard. Mais plus tard, c'est après la mort. Plus tard, ça veut dire après la mort, dans une autre vie, etc. Bon, donc, et on voit bien comment c'est aussi un système d'oppression, fantastique, évidemment. Hein. Je crois que alors là, je ne suis pas du tout sûr que les textes évangéliques soient dans cette direction. Il me semble que si je vois bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'horizon, ce qu'on appelle eschatologique, c'est à la fin des temps ou après la mort, etc. Mais ça veut dire que l'insistance de l'évangile, me semble-t-il, c'est l'insistance sur le temps présent, sur l'existence présente, et c'est de pouvoir penser ce qui se joue pour l'existence présente. Et dans ce cadre-là, ce qui est en jeu, me semble-t-il, alors c'est effectivement le ministère, par exemple, de Jésus, qui consiste finalement à rejoindre ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire à manifester que ce qui était marginalisés parce qu'ils n'étaient pas dans les critères sociaux, dans les normalités, les images ambiantes, etc., cela était reconnu, identifié de manière singulière et inconditionnelle, on pourrait dire. Roland Reich, est-ce que pour les bouddhistes, le bonheur est plus présent dans la vie sur Terre? Oui, tout à fait. Il est présent, mais en même temps, c'est son absence généralisée qui déclenche le mouvement même de la démarche bouddhiste. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience de la souffrance, de l'absence de bonheur ou de la difficulté de réaliser un bonheur stable, qui est le point de départ de la démarche du Bouddha et de tous les bouddhistes. Alors, l'attitude par rapport à ça est de s'interroger sur quelles sont les causes de cette souffrance. Pourquoi est-on aussi rarement heureux? Et ça a été la grande question du Bouddha. Et son enseignement a été que nous sommes malheureux, le bonheur nous échappe parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. À cause de ça, nous vivons souvent d'une manière un peu illusoire, pas en harmonie avec notre véritable nature, en somme, et que nous poursuivons donc toutes sortes de désirs, eux aussi illusoires, en croyant qu'ils nous donneront le bonheur, alors qu'ils ne font que d'alimenter la machine à désirer et à décevoir. Et il a proposé une voie de sagesse et de méditation, dont je crois on parlera par la suite, mais qui permet de réaliser un certain bonheur. Mais le Bouddha vivait tout de suite. Tout de suite. Voilà, mais il visait à plus que ça. Le véritable message du Bouddha, c'est au-delà du bonheur, c'est la libération. C'est-à-dire ne pas dépendre ni du malheur, ni du bonheur. C'est peut-être un super bonheur, parce que je ne crois pas qu'on peut faire l'économie du bonheur, mais disons un bonheur qui ne dépend pas des catégories habituelles du bonheur et du malheur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression vraiment qu'il y a une recherche du bonheur plus réelle qu'autrefois? Je ne sais pas. Alors, ça devient probablement un mythe d'aujourd'hui, la recherche du bonheur. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on croit obtenir le bonheur avec ce qui a fait notre pouvoir, c'est-à-dire la technique, la chimie, l'industrie. Alors, on recherche un bonheur technico-chimique, alors qu'en fait, c'est une extase, c'est un flash. Or, comme l'a dit le prêtre bouddhiste, M. Reich, le moine bouddhiste, on dit, ah bon, comme la recherche du plaisir, il l'a presque dit comme ça, mais je vais le reformuler comme je le comprends, la recherche du plaisir mène à la souffrance. C'est-à-dire que vous avez bu un verre d'eau tout à l'heure, vous aviez soif, c'était un plaisir. Oui. Si on vous fait boire 10 verres d'eau, vous allez dire c'est un peu trop, je suis un peu dégoûté. Si on vous fait boire 100 verres d'eau, ça va être une torture. Pour une raison bien simple, c'est que sur le plan biologique, il n'y a pas de plaisir qui dure. En revanche, une représentation, elle peut durer. Ah oui. Elle, on peut se faire un récit, on peut se faire une espérance, on peut se faire une utopie à condition que ce ne soit pas un sublime morbide. Ça existe, le sublime morbide. Si c'est une espérance, si c'est une croyance organisée, comme vous l'avez dit, enracinée dans le siècle, alors là, effectivement, ça devient une représentation dynamique, qui dynamise et qui donne espoir, qui organise un projet d'existence. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va revenir justement sur cette recherche du bonheur aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut parler tout de même d'une mode. La preuve, c'est que les médias ont senti le bon filon, ils se sont engouffrés, de nombreuses revues traitent du problème, les 1001 manières de se sentir mieux dans sa peau, par exemple. Valérie Manuel a rencontré Jean-Louis Servan-Schreiber, le directeur de la revue Psychologie. Écoutez. La quête du bonheur n'obéit pas à des recettes, mais cependant, quand on achète un magazine, on achète une espérance de bonheur. Non, je ne crois pas du tout, et je crois que ce serait une imposture que si nous prétendions être cela.
nous disons simplement mieux vivre sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant chaque situation de vie, chaque problème relationnel, chaque attitude que nous avons, il y a peut-être une meilleure manière de l'aborder, une approche plus tranquille, un peu dépiégée pour ne pas être à la remorque ou à la merci des autres, parce qu'on utilise sa propre réflexion et sa propre sensibilité. Ça n'oublie pas à des recettes, mais ça obéit à des modes. Oui, mais là encore une fois, si vous voulez, il est dans le rôle des médias d'insister sur les modes, et moi, je m'en défie complètement, parce que ce qui compte et ce qui fait que nous sommes bien dans notre vie est aussi vieux que l'humanité. De pouvoir se départir de la souffrance, de pouvoir lutter contre ce qui nous fait mal, eh bien là, il n'y a pas de mode. Heureusement qu'il n'y a pas de mode, c'est vraiment le fond de l'affaire. La recherche du bonheur, la recherche de la connaissance de soi, est-ce que c'est un marché porteur, à votre avis? Vous employez à propos, enfin je veux dire à dessein, des mots provoquants, je ne tomberai pas dans votre piège. C'est évidemment pas en termes de marché qu'on peut exploiter ça. C'est pas parce que j'ai un journal qui marche bien que je vais confondre le fond de l'âme humaine avec du marketing. Ce sont deux choses différentes. Comme directeur, disons, du contenu du journal, c'est moi en tant qu'individu, avec mes convictions personnelles et avec ma propre conscience, que j'essaye de dire des choses qui me paraissent justes. Alors si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, je ne vais pas tordre ça pour des raisons matérielles. Voilà, alors je crois que ce sujet reflète bien le paradoxe de notre société, c'est-à-dire que le succès de ces revues, comme Psychologie, comme beaucoup d'autres, montre bien qu'à la fois il y a une recherche effrénée du bonheur, peut-être, mais la société n'a sans doute, Boris Cyrulnik, jamais été aussi dépressive. Est-ce que c'est vrai d'abord et comment on explique ça? Je crois que c'est vrai. L'Organisme mondial de la santé dit que la dépression sera la maladie du XXIe siècle. Je crois que c'est vrai. Pour l'explication que je me suis donnée est à peu près la suivante. Quand on vivait dans un contexte immédiat, quand on vivait dans la survie, à ce moment-là, ou bien on était adapté, ou bien on était mort ou malade, éliminé. On n'avait pas le temps. Un jeune tout à l'heure a posé le problème du temps. Oui. On n'avait pas le temps de s'en faire une représentation, c'était la vie ou la mort. La première révolution, la première, peut-être pas la mode, mais le premier discours social important sur le bonheur, ça a été le XIe siècle, quand il y a eu la découverte technologique, quand il y a eu le soc de charrue en fer, qui a fait disparaître la famine et la mort des enfants, le moulin à vent, le saurage des harengs, la famine a disparu, et quand 2 siècles plus tard, 1 Européen sur 2 a disparu au cours de la Grande Peste, oui, on s'est retrouvé dans un milieu riche et endeuillé. Et à ce moment-là, le bonheur est apparu parce que c'était le bonheur quotidien et non pas seulement le bonheur avant la vie ou après la mort. C'était le bonheur quotidien. Il fallait, et on le voit dans l'art. L'art, c'est le tapis sur la table, c'est les objets du quotidien, c'est le lièvre, c'est les fruits, c'est le berceau des enfants, c'est les beaux vêtements. C'est-à-dire que le bonheur est devenu quotidien parce qu'il y a une révolution technique et philosophique. On reviendra sur le progrès. Je voudrais qu'on revienne sur ce paradoxe apparent, je ne sais pas s'il existe. Roland Reich et Nathalie Fouque. Roland Reich, vous constatez aussi ce paradoxe d'une société qui recherche beaucoup le bonheur, mais qui est très déprimée ? Bien sûr, mais moi ça me paraît tout à fait naturel. Je pense qu'au XXe siècle, on plaçait toujours le bonheur pour plus tard, soit dans l'au-delà, soit après la Révolution, pour ceux qui avaient une idéologie révolutionnaire et qui a quand même mobilisé beaucoup de monde. Oui. Maintenant, on ne croit beaucoup plus à ces idéologies-là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une chose, c'est être heureux maintenant. Autant qu'il est possible. Mais moi, je ne crois pas que ce soit un mal, mais ça peut être déprimant, parce qu'il est très difficile d'y arriver apparemment si on ne comprend pas que pour être heureux maintenant, il y a une démarche spirituelle fondamentale à adopter, qui est vraiment de laisser tomber les illusions et les idées fausses que l'on se fait de soi-même et d'arriver à une meilleure connaissance de soi-même. Pour moi, on ne peut pas être heureux si on ne se connaît pas soi-même. Et je crois que c'est une des raisons du succès d'un certain nombre de pratiques de méditation, et que finalement, la dépression, elle vient quand on rattache le bonheur à l'objet. Comme l'objet est insaisissable, et que quand on le saisit, il n'est pas satisfaisant, il ne peut pas être, pour de bonnes raisons qu'on cherche en réalité profondément autre chose que des objets, eh bien, on ne peut qu'être déprimé. Et moi, je crois qu'il faut même aller plus loin que la dépression. Je crois qu'on doit aller jusqu'au désespoir. C'est qu'à partir de désespérer des moyens habituels
à travers lesquels on espère atteindre le bonheur, que l'on peut faire cette révolution intérieure et de se dire, mais attendez, le bonheur c'est peut-être beaucoup plus simple que tout ce que j'imaginais, mais ça nécessite un changement du regard intérieur sur notre vie. Nathalie Fouque. Oui, on parlait du XIe siècle et de survie. Je crois que si on parcourt le globe ou même si on va je vois dans nos centres de soins de médecins du monde, des gens qui sont en survie, il y en a encore plein partout. Certainement. Oui. Des gens qui ont eu faim, des gens qui ont été torturés. Enfin, je ne vais pas vous faire un catalogue, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais ce sont vraiment des réalités. Alors, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont malheureux? Je dirais que, en tout cas, ceux qu'on voit, nous, qui sont arrivés en France, ils sont en tout cas soulagés. Ils sont survivants, c'est-à-dire qu'ils ont laissé effectivement des morts derrière eux, éventuellement des enfants qui sont restés au pays, ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Et pour eux, ils doivent se raccrocher à leurs propres compétences, à leur propre petit bonheur quotidien. Mais je crois que de leur poser la question, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes déprimé parce que vous n'êtes pas assez heureux, ce serait presque indécent. Ceci dit, je pense que s'ils arrivent, en tout cas jusque dans les pays favorisés, c'est bien parce qu'ils avaient l'espoir d'une amélioration, que l'espoir fait vivre. Donc un espoir de bonheur. Un espoir de bonheur, un espoir de sécurité, un espoir de soulagement, en tout cas, de leur malheur. Et on le constate tout à fait. D'ailleurs, quand ils viennent d'arriver, on les sent qu'ils se posent, qu'ils prennent le temps de se poser. Et ensuite, ils se rendent compte que la vie n'est pas si facile que ça. Et là, on peut rencontrer effectivement aussi des syndromes dépressifs. Oui. Pierre-Emmanuel Lafont, quand vous étiez à Soweto, j'imagine dans des townships, avec des gens qui vivaient dans des conditions quand même difficiles, où était le bonheur? Le bonheur était d'être ensemble. D'une façon assez grande, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas placer leur bonheur dans l'accumulation de choses qui étaient totalement hors de leur portée. Mais ils avaient en même temps cette capacité d'être ensemble, de chanter ensemble pendant des heures et des nuits. Je crois qu'une des choses qui ont fait tenir les Africains du Sud dans cette épreuve terrible qui a été l'apartheid, c'était cette capacité d'exprimer, y compris leur révolte et leur douleur, à travers le chant, et de trouver à l'intérieur de cela, ensemble, une harmonie qui redonnait sens, qui redonnait courage. Voilà. C'est peut-être ce que j'ai appris de plus beau là-bas, c'est que le bonheur, c'est quand même d'être ensemble. Alors Boris Cyrulnik, ça c'est un sujet que vous avez quand même beaucoup traité par rapport à ce que dit Nathalie Fouque. Est-ce qu'on peut être heureux dans des conditions très difficiles, de vie, etc., ou par rapport à des guerres, à des chocs, à des drames? Si on parle de choc, on parle de déchirure. Là, on ne peut pas être heureux. On est traumatisé, on est blessé, on est fracassé. On ne peut pas être heureux. En revanche, dès l'instant où on met en place des mécanismes de défense et des mécanismes de reprise de développement, être ensemble. Pendant la guerre du Liban, c'était la même chose. Les familles libanaises qui arrivaient à être ensemble, elles avaient des moments de bonheur, entourées de fracas. Oui, c'est ça, parce qu'on peut être afghan et aujourd'hui bombardé, même si on est ensemble, je veux dire... Non, mais ça, c'est le réel. Oui. Quand on est bombardé, là, c'est le réel. Oui. Mais quand on est afghan et qu'on crée une structure affective et une structure sociale, il y a un petit espoir qui se remet en place. Et quand les bombardements arrêtent, on peut reprendre un type de développement avec la blessure. Et alors, l'échange qui est en train de se passer caractérise vraiment notre planète aujourd'hui, c'est-à-dire on est passé de la culture de la culpabilité, où les prêtres, je crois, ont joué un petit rôle, à la culture du préjudice. C'est-à-dire la culture de la culpabilité qui est une souffrance et qui est un bénéfice. C'est une souffrance parce qu'on est torturé, on a honte, on est malheureux, on se sent responsable de la mort ou du malaise de l'autre. Et c'est un bénéfice parce que ça contraint à être ensemble. Ça nous contraint à avoir des mécanismes soit de rachat, soit d'expiation qui sont parfois terriblement coûteux. Et maintenant, on est passé dans la culture du préjudice grâce au progrès technique. C'est-à-dire que lorsque une infirmière, aujourd'hui, arrache un pansement sans mettre assez d'anesthésie, tout le monde regarde l'infirmière et lui dit « techniquement, vous avez mal fait votre travail ». Alors qu'avant, on disait à l'enfant « tu n'es pas courageux ». Donc on est passé de la culture de la responsabilité à la culture de l'autre est responsable. Donc là, il y a un virage culturel qui est probablement attribuable à la technologie. Mais au moment du fracas, il y a quand même des flamèches de bonheur. Mais je vous donne la parole tout de suite, Jean-Daniel Coe. Je voudrais simplement vous demander, est-ce que vous pensez, vous, que le progrès est un facteur de bonheur quand même ? Est-ce que vous pourrez citer un seul progrès sans effet secondaire? Donc je pense que le progrès, il faut continuer à progresser, et il faut savoir quel prix on va payer. Il ne faut pas payer trop cher, il ne faut pas qu'il y ait plus d'effets secondaires que de bénéfices.
Et je crois qu'il y a des progrès qui sont maléfiques, qu'il y a plus d'effets secondaires. Mais en revanche, il y a d'autres progrès qu'il faut préserver. Oui, ben globalement, quand vous disiez par exemple au XIe siècle, quand les gens ont cessé d'avoir faim, etc., ça c'était aussi dû au progrès technique, c'est quand même positif. Voilà. Jean-Daniel Causse. Je crois que dans ce que vient de dire Boris Cyrulnik, il y a quelque chose que je voudrais reprendre et peut-être pouvoir prolonger de mon point de vue, c'est qu'au fond, on voit que vous disiez comment la dimension de la culpabilité, qui est liée évidemment à la question du bonheur, a été souvent accentuée par les religions, et la religion chrétienne en particulier, ce qui est vrai. On voit aussi comment, aujourd'hui, notre culture engendre un nouveau type de culpabilité. Je dirais qu'il faudrait en tout cas pouvoir au moins dire. C'est par exemple, on est en train de discuter de l'action du bonheur, mais quand ça devient une espèce d'impératif qui consiste à dire, finalement, il faut être heureux, un peu comme on l'a vu, il faut être jeune, dynamique, il faut avoir ceci, voir cela, etc. C'est la condition tant que telle. C'est-à-dire que le sujet contemporain est constamment mesuré à des images de lui-même, qui sont des images à l'égard desquelles il est toujours finalement en deçà, et que du coup, eh bien, ça crée beaucoup de souffrance finalement de cette manière. Et on voit bien que, pour le dire de manière plus générale, qu'une société comme la nôtre, qui n'est plus capable de penser et de représenter du coup la question de la souffrance en tant que telle, engendre de la souffrance. C'est ça le paradoxe dans lequel nous sommes. C'est la culture de l'immédiat. On vit dans l'immédiat, or toute jouissance s'arrête. Donc la culture de l'immédiat mène à l'amertume, mène à l'arrêt de la jouissance, donc à la frustration, donc à l'acrimonie, au préjudice. Alors bien sûr, la représentation, elle est durable, et la représentation, on ne peut la faire qu'ensemble, par des discours. C'est pour ça que ces journaux sont quand même utiles, parce qu'ils font un discours social. Roland Recht, alors là je reviens par exemple sur des conditions de vie très difficiles, par exemple dans certains pays bouddhistes qui sont sous la domination politique d'autres, qui sont opprimés. Est-ce qu'on peut être heureux quand même dans ces conditions-là? Et quelles sont les conditions pour l'être? Bien sûr, l'oppression politique est certainement une cause de malheur et ne favorise pas le bonheur, mais on peut aussi vivre dans des conditions où il n'y a pas de telle oppression politique et être opprimé par autre chose. Donc encore une fois, je crois que, par exemple, il y a des gens qui ont découvert véritablement une dimension profonde du bonheur en étant en prison. Parce qu'en prison, ils ont brusquement changé complètement leur vision des choses et d'eux-mêmes et sont devenus moins dépendants. Donc, je pense que l'oppression politique est quelque chose d'épouvantable. Et d'ailleurs, les bouddhistes ne sont pas des gens résignés. Et il y a eu beaucoup de mouvements bouddhistes qui se sont engagés dans des mouvements de libération. Il ne faut pas croire que le bouddhisme est purement contemplatif. Le bouddhisme tient compte aussi et essaye d'améliorer les conditions de la vie sociale, des libertés, etc. Mais moi, je crois que le bonheur, il dépend fondamentalement d'un tas de liberté intérieure et d'être libre un petit peu, comme vous y faisiez allusion tout à l'heure, du bonheur lui-même. Le bonheur comme impératif, il n'y a rien de pire pour nous rendre malheureux. Le bonheur, c'est vraiment ce qui... À mon avis, le bonheur, c'est ce qui arrive par-dessus le marché, quand on ne s'y attend pas, mais que l'on a fait ce qu'il fallait faire pour être vraiment en harmonie avec notre véritable nature profonde, d'être humain, et donner du sens à notre vie. Et le bonheur, ça vient par-dessus le marché. Ça arrive comme ça. Et si on est focalisé sur le bonheur, si les téléspectateurs nous regardent en disant « j'espère trouver une recette et qu'à la fin je vais pouvoir être heureux », c'est raté. Ça n'a pas marché. Boris Cyrulnik, vous citez souvent, parce que je reviens à ce que dit Roland Recht, il y a des gens qui ont découvert une maladie grave, par exemple, et qui ont trouvé un sens à leur vie. C'est pas rare. Les drogués font ça. Les drogués savent qu'ils vont souffrir, ils souffrent, et ça leur donne un sens à leur vie. C'est-à-dire que Éric Zorn, c'est l'auteur, il a écrit un livre, il a commencé à donner un sens à sa vie quand il a eu une lutte à mener contre son cancer. Cyril Collard, qu'on a connu il n'y a pas longtemps, qui était intelligent, beau, famille adorable, reçu brillamment à l'école centrale, qu'est-ce qu'il dit ? Jusqu'à maintenant, j'ai écrit une biographie à page blanche. Et qu'est-ce qu'il fait pour découvrir qui il est? Il prend des risques, et il fait prendre des risques. C'est-à-dire que quand la culture vit dans l'immédiat, au point de ne penser qu'à satisfaire les besoins sans donner sens, les jeunes vont être obligés, pour découvrir leur identité, pour construire leur identité, ils vont être obligés de prendre des risques parfois mal calculés. Alors que quand il y a des rituels d'intégration, qu'ils soient sociaux, philosophiques ou religieux, quand il y a des rituels d'intégration, à ce moment-là, on peut mieux contrôler la construction d'identité des jeunes. Alors, Recht, oui. Moi, je voulais rajouter dans ce sens que dans le zen, par exemple, on dit qu'on pratique la méditation comme si on entrait dans son cercueil. Et ce n'est que d'une confrontation avec la mort. Et le risque dont on prend conscience de rater sa vie, de passer à côté de l'essentiel dans la vie, se mettre à l'instant
Moi, j'y pense souvent. Je me dis, mais je me mets à l'instant de ma mort et je me dis, qu'est-ce que je regretterais à ce moment-là? Eh bien, ça, c'est le risque maximum, de mourir et de se dire, merde, je suis passé à côté. Et ça, quand on prend conscience de ce risque-là, c'est un énorme stimulant pour une révolution spirituelle. Alors, il y a le plan personnel aussi. Je me tourne vers vous, Emmanuel Lafont, puisque vous parliez tout à l'heure d'être heureux, par exemple, dans les townships. Mais vous-même, quand vous étiez là-bas, est-ce que ça vous rendait heureux d'être avec eux? Certainement, j'ai trouvé beaucoup de bonheur. J'étais aussi révolté qu'eux très souvent. Mais il y avait entre nous une solidarité, une confiance, une volonté de faire ce qu'on pouvait faire pour que ça change, qui galvanisait entre nous un esprit de partage et de tendresse aussi, et donc de bonheur. Est-ce qu'un prêtre catholique peut se poser la question, peut se demander s'il est heureux et y répondre oui? Ah, mais si vous m'avez posé la question, je vous aurais dit que je suis profondément heureux. D'ailleurs, je vous le dis. Bah, vous me le dites, oui. Et ceux dans notre église ou dans nos églises qui sont, j'allais dire, qui sont en harmonie avec le Christ et son message, sont des gens profondément heureux. Je pense à Mère Teresa, je pense à l'abbé Pierre. Est-ce que c'est parce que vous avez choisi de vous consacrer aux autres? Je crois, oui. On trouve un bonheur en donnant un sens à sa vie et qu'on ne donne pas un sens à sa vie tout seul. Jean-Daniel Causse. Ça, c'est une question très difficile que vous posez. Non, je ne vous le pose pas, je vous demande simplement si vous voulez réagir sur ce qu'il vient de dire. Non, mais tout à fait. Je crois que c'est vrai qu'on voit bien comment la question du bonheur, fondamentalement, je dirais la chose suivante, c'est que si je devais définir, en tout cas pour moi, alors de manière un peu personnelle, ce qui, dans mon existence croyante et puis de pasteur et d'enseignant, fonde la dimension du bonheur, moi encore sur lequel j'ai quelques hésitations, c'est sans doute moins finalement ce qui est la dimension de ce qui apparaîtrait au fond pour moi-même, y compris de ce que j'ai pu lier ou tenir dans les relations que j'ai eues avec les uns et les autres, que ce que j'ai reçu fondamentalement. Donc il y a une dimension fondamentale d'un accueil possible dans sa propre existence, de ce qui permet alors, du coup, de donner, d'aller vers les autres, d'offrir telle ou telle chose, etc. Et sans cet élément-là, s'il y a carence cet élément-là, qui est hautement spirituel pour moi, eh bien, alors, du coup, quelque chose est mis en péril dans l'existence en tant que telle. Nathalie Fouque, alors je vous pose la même question, parce que c'est vrai que vous avez été bénévole, d'abord en Médecins du Monde. Oui. Vous avez été médecin, mais vous n'avez jamais exercé, par exemple, en médecine libérale. Vous êtes allé bénévole à Médecins du Monde, et puis après, vous êtes occupé toujours dans ce domaine-là. Est-ce que ça répond au même je dirais que, schéma? Pour être heureux, il faut côtoyer des gens malheureux toute la journée, ce serait très dangereux. Non, certes. Non, certes. Alors, d'un autre côté, c'est vrai que c'est une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre quand on voit des gens malheureux toute la journée, encore qu'ils ne se résument pas à leur malheur. Je crois que c'est très important. Je crois qu'il ne faut pas les victimiser. Hein. Ils ont leur propre humour, leur propre qualité, leurs propres compétences tactiques de survie aussi. Enfin, et bon, je pense que ça aurait été tout aussi intéressant que je côtoie les vieilles dames du 16e arrondissement, que des gens... Voilà. Oui, mais est-ce que ça vous a rendu aussi heureuse? Est-ce que ça m'aurait rendue aussi heureuse? Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai fait ce métier un peu... parce que quand j'étais jeune, je disais un jour, si j'ai l'occasion, c'est ça que je ferais. C'était presque une évidence. Et puis finalement, je ne pensais pas y passer tellement de temps dans cet épisode-là. Finalement, ça dure parce que je m'y retrouve complètement. Mais... je ne pense pas que... Alors c'est vrai que on se dit, oui, forcément, je suis obligée d'être heureuse. Par contre, ça, c'est peut-être un peu compliqué. Ça, on se dit, forcément, je ne peux pas dire autre chose que je suis heureuse. Et puis on râle parce qu'on a une contredanse, parce qu'il pleut, etc. Et heureusement, je veux dire, la vie, c'est quand même ça. Et eux aussi, quelquefois, ils râlent parce qu'il pleut. Et bien, malgré tous les autres malheurs qui les accablent, entre guillemets. Donc je sais pas si je suis heureuse ou pas. Alors on va y revenir tout de suite parce que on va reparler de la recherche personnelle justement. Je ne sais pas si le bonheur ça se travaille en tout cas, mais la recherche du bien-être, l'équilibre de soi, oui. Et en voici un exemple. On va parler de la méditation justement. Christian Gandiol, lui, est un chrétien. Il est père de 3 enfants. Il organise une méditation zen dans un couvent des frères maristes qui l'accueillent dans la volonté de s'ouvrir justement. Alors ceux qui participent à ces méditations viennent de tous les horizons. Et j'ajoute pour qu'on comprenne bien le sujet que Christian Gandiol ne se sent pas du tout bouddhiste, donc c'est bien en tant que chrétien qu'il organise ces séances. Valérie Manuel, reportage. À vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Cesse de faire, cesse de forcer, cesse de vouloir, et tout se trouvera accompli naturellement.
Lama Gwendun Rinpoche. J'ai commencé à pratiquer il y a 11 ans parce que je trouvais à partir de cette pratique un moyen, je crois, de me simplifier. Moi j'aime beaucoup ce terme de simplifier parce que c'est ce que je ressens de plus en plus, c'est que j'ai l'impression progressivement de revenir à celui que j'étais enfant. Donc cette pratique quotidienne le matin de 8h moins le quart à 9h moins le quart me permet donc ensemble avec le groupe, parce que le groupe c'est important, de me rapprocher de la vie, de cette vie que je mène au quotidien, que dans mon travail, je travaille dans un hôpital, et d'essayer d'être au plus près de moi-même. C'est ça pour moi le bonheur, c'est simplement accueillir ce qui est là et essayer de le vivre simplement. Ça nécessite, je crois, beaucoup de travail et de régularité. Un travail qui pour nous consiste à s'asseoir, immobile et silencieux, et simplement accueillir ce qui est là. Alors, un sujet qui mérite quand même un petit prolongement, et je vais me tourner vers vous, Roland Reich. Qu'est-ce que le zen exactement? Qu'est-ce que la méditation zen? Oui, alors le zen lui-même, le mot zen veut dire méditer, et méditer, ça veut dire d'abord fondamentalement s'asseoir, être capable de s'asseoir et de rester immobile pendant un certain temps, à être concentré sur son corps, donc à de cette manière éviter que l'esprit ne se disperse dans toutes sortes de directions, être vraiment centré ici et maintenant sur la posture, sur la respiration également, qui donne son rythme à la méditation et qui rappelle toujours à l'instant, puisqu'elle se déroule dans l'instant, et puis aussi s'observer soi-même, avoir l'esprit suffisamment dépouillé de toutes les préoccupations de la vie quotidienne pour regarder au fond de soi et découvrir que finalement par-delà toutes les représentations qu'on a de soi-même et qui constituent notre ego, notre personnalité, eh bien, par-delà même tous nos désirs, nos besoins, nos rêves qui peuvent surgir, comme dans un cinéma, si l'on veut, pendant la méditation, eh bien, au fond de soi, on ne peut pas saisir quelque chose que l'on pourrait appeler l'ego, le moi. Ce moi, justement, qui veut tellement être heureux et qui veut tellement obtenir satisfaction. Mais est-ce que quand même... Oui, pardon. Et alors, ça déclenche, un lâcher-prise et la réalisation, finalement, d'un état de conscience beaucoup plus vaste qui nous fait prendre conscience que ce que nous sommes au fond, ce sont des êtres qui sont destinés à être ensemble. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit seul ou pas, on ne vit que dans une relation d'interdépendance avec tous les êtres de l'univers. Alors est-ce que c'est une volonté de s'améliorer, de s'enrichir au contact des autres, ou d'être heureux tout simplement soi-même? Je crois que ça va tout à fait ensemble. Je crois qu'on ne peut pas être dans une bonne relation avec les autres si on n'est pas heureux soi-même. Et alors encore en plus, quand on est dans des relations d'aide et quand on donne à sa vie le sens de vivre activement cette solidarité que l'on ressent avec les autres, en s'efforçant de les aider comme on peut, par l'enseignement de la méditation ou la médecine, etc., je crois qu'il faut soi-même déjà avoir un certain état d'épanouissement intérieur, d'équilibre, parce que les gens croient vos paroles, mais ils croient beaucoup plus ce que vous exprimez à travers ce que vous êtes. Oui. Est-ce que ça veut dire que pour vous, chez les bouddhistes, le bonheur, c'est quelque chose qui se travaille? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et ce travail, c'est du déblaiement. C'est pas pour obtenir quelque chose. C'est pour écarter tous les obstacles que nous avons accumulés qui nous empêchent d'être simplement heureux. Boris Cyrulnik, est-ce que le bonheur, à votre avis, ça se travaille, ça se reçoit, ça se fabrique, quoi? Ça se fabrique, ça se travaille. Et notre culture a tendance à le fabriquer un petit peu. C'est-à-dire que ça se travaille parce qu'on ne peut que faire un discours ensemble. C'est-à-dire que pour que je fasse un discours, il faut qu'il y ait un autre à qui je l'adresserai. Donc je dépends de l'autre et mon bonheur dépend de l'autre. Et quand on était chasseur-cueilleur, on pouvait être côte à côte sans parler, on pouvait brouter, manger des petits insectes tranquillement et en tirer les 120 ans d'existence qui nous étaient dus normalement. Mais depuis que la technologie se développe, on dépend de plus en plus des autres. D'où l'importance du discours social qui, lui, fait lien. Avant, le lien, c'était le côte à côte. Et maintenant, il faut remplacer ce côte à côte par autre chose, puisque là, la technologie, on dépend tous de tous les gens qui sont autour de nous. On ne peut pas faire ça. Mais est-ce que vous voulez dire aussi que le bonheur ne peut se voir que dans le groupe? Ce qui rejoindrait une des premières interventions d'un jeune qui disait « le pire, le malheur, c'est la solitude ». Alors la réponse claire, c'est que quand on s'occupe d'enfants abandonnés, il ne peut pas y avoir de développement d'humanité. Je ne peux devenir un homme que si vous êtes là. C'est-à-dire que les enfants abandonnés, quel est leur seul objet extérieur à eux-mêmes? Leurs mains, les balancements,
les corps, les activités autocentrées. S'il n'y a pas d'altérité, je ne peux rien développer de moi, même si je suis sain neurologiquement, biologiquement, génétiquement, etc. J'ai besoin d'un autre. Nathalie Fouque, est-ce que la notion de groupe, justement, est importante à Médecins du Monde? Est-ce que les gens se reconnaissent dans une communauté? Est-ce que cela leur procure une amélioration de leur vie? Les équipes de Médecins du Monde, vous voulez dire? D'une part, et aussi les gens oui. Alors, les gens qu'on rencontre, oui, je crois qu'effectivement, ce qu'on a beaucoup dit, c'est que le pire, c'est l'isolement, c'est ne pas se sentir connu, reconnu, en tout cas, en tant qu'individu et en tant que membre d'un groupe. Éventuellement, là aussi, c'est encore très négatif, mais en tant que... Je pense aux demandeurs d'asile, par exemple, dont la demande a été rejetée et qui vivent ça comme une négation de ce qui leur est arrivé, alors qu'ils ont besoin de cette reconnaissance pour pouvoir faire le deuil de leur bonheur passé, en tout cas, et pouvoir avancer. On voit aussi comme les solidarités communautaires sont importantes. Je pense aux étrangers qui arrivent en France, qui sont très bien soutenus, oui, en tout cas au début, tant que ça peut tenir, par leur communauté d'origine. Alors ça tient ce que ça tient, parce qu'en même temps, ces personnes peuvent vivre chez un oncle, une tante, des amis, mais qui eux-mêmes sont en situation un peu compliquée. Donc après, ça peut se déliter. Mais oui, c'est vraiment fondamental de se sentir faire partie d'un groupe. Quant aux équipes de Médecins du Monde, de travailler ensemble et de travailler dans les mêmes objectifs, avec chacun, ceci dit, sa personnalité, d'arriver à faire un travail commun pour et avec les personnes, oui, c'est très certainement très gratifiant. Oui. Alors ça rejoint ce que disait Emmanuel Lafont aussi tout à l'heure, vous disiez qu'ils étaient heureux parce qu'ils étaient ensemble, quand vous parliez des habitants des townships. Alors j'ai envie d'ajouter quelque chose d'autre, est-ce que aussi la foi comptait dans cette affaire-là? Leur culture, déjà, puisque pour reprendre ce qui vient d'être dit, une des sentences les plus fortes des Zoulous, c'est celle-ci. Une personne ne peut devenir une personne qu'à travers les autres personnes. Voilà. Donc le développement... Ça, c'est dans leur culture. Ah oui, j'allais dire, si vous n'avez pas entendu ça 20 fois dans un mois, vous n'avez pas parlé avec eux. Par conséquent, c'est exact. Mais la foi aussi. J'écoutais avec attention ce que disait M. Rogerech. Je pratique moi-même une méditation quotidienne. Alors qui n'est pas centré sur moi, mais qui est centré aussi sur un dialogue avec mon Dieu, qui est aussi un autre. C'est la prière? Oui, c'est la prière. C'est la prière qui est un élément, j'allais dire, essentiel aussi, à la fois pour être relié à ce Dieu dont je crois tenir tout, et y compris le bonheur, et tous ceux que Dieu me donne pour frères et sœurs, c'est-à-dire tous ceux que je vais rencontrer dans la journée ou que j'ai rencontrés dans la journée qui a précédé. Mais ça veut dire, Emmanuel Lafont, bon, on comprend bien que vous êtes convaincu que la foi est un élément vers le bonheur. Mais par exemple, pour les gens avec qui vous travailliez dans ces townships, c'était aussi important pour eux? Pour la plupart, mais pas pour tous. Nous discutions peu de foi. Enfin, on en discutait dans ma paroisse, mais lorsque j'étais au milieu des activités, j'allais dire de la société civile, pour faire en sorte que les prisonniers soient relâchés ou que les familles, etc., on ne discutait pas de la foi, on discutait de ce qu'il fallait faire pour que telle injustice cesse, que telle personne soit retrouvée, etc. À l'intérieur de ça, chacun exprimait la foi qu'il avait dans la société qu'il souhaitait construire et dans celle qu'il souhaitait désintégrer parce qu'elle ne respectait pas les personnes. Jean-Daniel Causse. Si au fond il s'agit de dire que la foi serait une dimension qui consisterait à ce qu'on soit en lien avec un Dieu qui viendrait régler les problèmes de l'existence, interviendrait de manière massive, comme par exemple une toute-puissance qui, de façon du ciel, pourrait intervenir dans l'histoire de tel ou tel élément, on voit bien qu'évidemment il y a quelque chose qui est la problématique. Ça peut être évidemment une dimension fantasmatique maintenue, mais je crois qu'on voit que là il y a un deuil aussi à faire de cette dimension-là. Mais ça veut dire que si la foi peut être liée au bonheur, alors c'est dans le sens qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'est dans le fait que la foi, c'est... je dirais que c'est finalement la capacité ou la possibilité pour un être humain de faire confiance à la parole d'un autre. C'est ça qui est en jeu. Et là, il y a un élément tout à fait fondamental qui consiste à dire finalement que nous sommes une société qui travaille beaucoup la question de savoir comment on peut être bien avec soi-même, etc., et qui vit une crise du lien à l'autre fantastique. Et que finalement, la dimension du bonheur, c'est pas seulement de penser pour soi-même, du rapport de soi à soi, mais c'est finalement qu'est-ce qui peut restaurer un rapport à l'autre, un lien à l'autre qui soit un lien un peu fondateur, un peu sensible. Nathalie Fouque, vous pensez, vous, que la foi... Je ne sais pas, par exemple, dans les gens que vous accueillez, il y en a certainement qui croient, qui ont une foi forte. Est-ce que vous avez l'impression que la foi les aide
Moi, je suis d'éducation protestante. Oui. Et aujourd'hui? Mais non, je suis agnostique. Agnostique, oui. Ils nous le disent un peu, ce que vous disiez, dans le quotidien, éventuellement, ils nous disent dans quelle mesure la foi peut les aider au besoin. Ils nous disent d'ailleurs, je prierai pour vous, alors on les remercie, voilà. Ceci dit, ceux qui viennent chez nous sont tous en difficulté, même si encore ils ne se résument pas à ces difficultés-là, mais c'est individuel. Je ne peux pas vous dire si le fait qu'ils aient la foi dans un Dieu quelconque les aide ou pas. Je dirais que oui. Maintenant, il y a quand même des religions qui sont aussi très opprimantes, en tout cas dans la pratique de certains. Oui. Et c'est cette pratique même qui fait que de temps en temps, et c'est cette oppression-là qui fait qu'ils se retrouvent chez nous. Bon. Mais non, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre correctement à cette question. Boris Cyrulnik, est-ce que la foi pour vous peut être une clé du bonheur ou bien est-ce que c'est complètement déconnecté? Non, je pense que dans le groupe de recherche qu'on a fait sur les mécanismes de résilience, la foi, la spiritualité joue un rôle fondamental. Beaucoup d'enfants blessés, beaucoup d'adultes blessés tiennent le coup et reprennent un type de développement quand ils ont accès à ce que certains appellent la foi, d'autres la spiritualité. Moi, j'ai envie de dire une forme de transcendance, c'est-à-dire je souffre parce que le réel me fait souffrir, mais je garde en moi l'espoir, une représentation, l'espoir en Dieu, l'espoir en l'homme, que plus tard je pourrai faire quelque chose. Et c'est cette croyance en Dieu, en l'homme, en l'autre, qui fait que j'arrive à supporter le réel où je souffre. Il ne s'agit pas de dire que la guerre c'est merveilleux, je souffre, mais je garde dans mon fort intérieur une petite zone d'espérance, une flamèche d'espoir, où là je sais que je vais un jour la développer. Et dans les camps de déportés, ceux qui résistaient le mieux à l'agression et à l'humiliation de chaque souffle et de chaque mouvement, c'était les communistes et les témoins de Jéhovah. Ouais. Les communistes, parce qu'ils avaient une croyance et ils étaient ensemble, et ils avaient un sens à leur déportation. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Je me suis opposé à l'adversaire, j'ai été arrêté, je sais pourquoi je suis là. Les témoins de Jéhovah aussi avaient un sens. Or, ceux qui tombaient les premiers, c'était ceux qui se demandaient pourquoi ils étaient là, parce que ceux-là étaient soumis au coup sans pouvoir le supporter par une transcendance. Et Boris Cyrulnik, vous êtes aussi médecin, vous êtes psychiatre. Les anxiolytiques, c'est important pour être heureux? Pour être soulagé, c'est important, comme la morphine est importante pour soigner le cancer. Mais la morphine ne soigne pas le cancer, la morphine soulage du cancer. Donc quand je vois des gens souffrir, comme il m'est arrivé d'en voir souffrir, je pense que les anxiolytiques peuvent les soulager momentanément. Mais leur donner le bonheur, il n'y a pas de formule chimique du bonheur. Je pense que, et le piège de notre culture... Déjà, on a du mal à le définir, alors ça serait... Ouais. Ah, mais le piège de notre culture, c'est justement de faire croire, comme il y a un soulagement, on fait croire qu'il y a une recette chimique du bonheur et qu'avec certaines molécules, avec certains comportements, on va pouvoir accéder au bonheur. Ça, bien sûr, c'est une tromperie. Roland Reich, vous, le bonheur, c'est peut-être réel aujourd'hui ou bien est-ce que ça reste du domaine de l'utopie? Ah non, non, ça peut tout à fait être réel et ma foi profonde, c'est que chacun peut être heureux. C'est d'ailleurs le sens profond du message du Bouddha. C'est de communiquer cette confiance, cette foi au sens d'une confiance profonde que tous les êtres humains ont la capacité de s'éveiller, de se libérer de ce qui fait obstacle à leur bonheur et donc de vivre heureux et avec une grande liberté intérieure. Mais il y a un travail à faire de transformation pour retrouver ce qui est en nous, mais qui reste souvent caché. Emmanuel Lafont. Je crois que le bonheur existe. Je suis étonné de la capacité de bonheur que les gens peuvent se donner les uns aux autres, parfois même dans des situations très compliquées. Je sais que le bonheur n'est pas au bout d'une accumulation de bien-être et d'une accumulation de choses. Et je pense que lorsque notre société aura retrouvé un sens à sa vie qui tiendra dans une solidarité plus grande avec les peuples du Sud en particulier, nous retrouverons une des clés du bonheur, même pour notre société ici. Boris Cyrulnik. Bien sûr, le bonheur existe. La preuve, c'est qu'on le cherche. Voilà, je crois qu'une belle phrase de conclusion. Voilà, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Je vais terminer, bien sûr, en présentant quelques ouvrages de nos invités. Alors d'abord, vous, Boris Cyrulnik, les 2 derniers, je vais présenter. Il y avait Un merveilleux malheur, qui est celui-ci, qui avait été publié en 99 et puis qui a été republié en poche, donc chez Odile Jacob toujours, mais en 2002, donc cette année. Et puis l'année dernière, vous avez publié Les vilains petits canards. Et puis alors, de vous,
Roland Reich, eh bien, il y a d'abord Moins de zen en Occident, donc c'est effectivement votre expérience, j'imagine. Ça, c'est publié chez Albin Michel. Il y a Roland Youno Reich, Zen, l'éveil au quotidien. Et puis, ce livre au titre provocateur, j'imagine, Nom de Dieu, mais j'ajoute que vous l'avez lu sur là, nom est au pluriel, nom de Dieu. Voilà. Pour les livres, cette émission, je vous le rappelle, a été préparée comme d'habitude en association avec les hebdomadaires La Vie et Réforme. Et j'ajoute que dans le dernier numéro de Réforme, il y avait justement un dossier sur le bonheur. Je vous rappelle aussi que cette émission sera rediffusée dans la nuit de mercredi à jeudi et qu'elle est disponible, bien sûr, comme chaque fois, en cassette vidéo. Vous retrouverez toutes les références de cette émission sur le site internet du Jour du Seigneur, accessible bien sûr par le site France 2, et vous pourrez continuer ce débat sur le forum de discussion. Et puis très prochainement, eh bien, nous allons aborder la question de l'autorité. Ce sera dans une de nos prochaines émissions d'Agapé. Je ne vous promets pas que ce sera la prochaine, ce sera une des prochaines émissions. L'autorité de l'État est-elle respectée? C'est devenu, c'est vrai, une grande question de société, pas seulement pour l'autorité de l'État, mais aussi l'autorité dans la famille, à l'école. Comment se pose la question de l'autorité aussi dans les églises? Alors, sur ce sujet, tous nos témoignages vous sont précieux. Si vous avez des témoignages sur ce sujet de l'autorité, n'hésitez pas à nous écrire. Voici nos adresses. Je vous les rappelle. Agapé, le Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, Paris 13e. Et Agapé, Présence protestante, c'est 47 rue de Clichy, Paris 9e. Voilà, rendez-vous pour la prochaine émission d'Agapé. Ce sera le dimanche 6 octobre. À très bientôt.